In China, they're waging war on the weather. A drought so severe, they're firing rockets into the sky to make it rain. Est-ce que ça peut lutter contre la sécheresse? Les Émirats arabes unis lancent leurs opérations d'ensemencement des nuages. 2 drones massifs ont été déployés pour ensemencer des nuages et faire pleuvoir dans la province du Sichuan. Imaginez pouvoir appuyer sur un bouton pour faire pleuvoir sur vos cultures en pleine sécheresse, ou éviter la grêle pendant l'hiver. So cloud seeding is really this idea for farmers of like, hey, there's some moisture up there in the clouds. Is there a way that we can get it out of the clouds down here to the Ils surface? sont censés provoquer des pluies en larguant un agent de formation de glace dans les nuages. Là, je me sers du radar, mais aussi de mes yeux. Je vois les nuages, et en me basant sur mon observation, je décide s'il faut ensemencer ou pas. Faut quand même pas que les nuages nous tombent sur la tête. Aujourd'hui, plus de 50 pays ont lancé des programmes de modification artificielle de la météo. Et certains y consacrent des millions de dollars. Le gouvernement a investi plus de 19 millions d'euros dans ce domaine, dont des bourses destinées à 800 chercheurs du monde entier. Les compagnies d'assurance qui financent entièrement le programme au coût de plus de 7 millions de dollars par an estiment que le jeu en vaut la chandelle. Alors, est-ce qu'on a vraiment appris à contrôler la météo? Notre gouvernement a investi, et là vous voyez le résultat. Ce n'est pas de la magie, c'est une science que Dieu nous a donnée, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ou est-ce qu'on dépense des fortunes dans une technologie où on n'arrive pas vraiment à mesurer les résultats? Scientists have been debating for decades whether or not this is actually very effective to do. Et moi, en tant que scientifique, je dis ok, c'est bien beau, mais preuve veut des chiffres purs et durs. Pour comprendre ce qu'on peut réellement faire à un nuage, on a posé la question à une des plus grandes spécialistes sur le sujet. Je suis professeure émérite à l'université Clermont-Auvergne. J'ai présidé pendant 8 ans le groupement d'experts sur la modification du temps de l'Organisation mondiale de la météorologie. L'organisation qui centralise tous les services météo du monde. Un groupement qui fournit de l'expertise aux pays s'ils ont des questions. Parce que entre influencer légèrement un nuage et contrôler complètement la météo, il y a un gouffre. Et pour le bien de cette vidéo, on va devoir commencer par un peu de physique. Parce que ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est comment un nuage se crée naturellement. Et une des grandes règles dans la physique, c'est que l'eau ne se crée pas par magie. La vapeur d'eau est au sol, à la surface terrestre. Donc là, ça évapore des océans. Puis, on a un mouvement vertical qui lève l'humidité. L'air se refroidit, ça condense et forme les nuages. Bon, donc directement, ce premier principe physique, ça démolit un mythe. Non, on ne peut pas créer de la pluie à partir de rien. Est-ce que ça peut lutter contre la sécheresse qu'on a actuellement? Comme il n'y a pas de vapeur d'eau et pas d'humidité qu'on peut monter verticalement, on ne peut pas former des nuages. Donc là, on ne peut rien faire. Donc en gros, s'il n'y a pas d'humidité et pas de nuages préexistants, aucune technologie ne va faire pleuvoir sur vos champs. Maintenant, pour la suite de notre explication physique, on va faire comme s'il y avait de l'humidité et un nuage. Comment est-ce que ça marche réellement pour créer de la pluie? La matière condensée dans les nuages est présente sous forme de taille très petite. Il faut que ça forme des toutes petites gouttelettes de quelques micromètres seulement pour être soulevées et suspendues dans l'air. Il ne faut quand même pas que les nuages nous tombent sur la tête. Ils flottent comme il n'y a pas l'apesanteur. Ça, c'est dû au fait qu'ils sont en fait individuellement très petits. Donc, alors, il faut que la vapeur d'eau maintenant se condense sur ces micro-gouttelettes. Mais la vapeur d'eau, elle a un problème. Donc, il y a des molécules. Il faut qu'ils se mettent d'accord et se mettent sur un seul endroit pour former les gouttes. Tout seuls, ils n'ont pas envie de le faire. En gros, la vapeur d'eau a besoin d'un support. Si vous voulez un exemple, au sol, quand la vapeur d'eau condense, le support, c'est le gazon. C'est ce qu'on appelle la rosée. Sauf que dans le ciel, il n'y a pas de gazon. Merci Einstein. Alors le support, ce sont des micro-poussières en suspension dans l'air. Du sable du désert, des micro-poussières du sol. En gros, c'est des noyaux de condensation. Bon, une fois qu'on a ces micro-gouttelettes suspendues dans le ciel, comment on fait pour qu'elles tombent sous forme de pluie? Ici, ce n'est plus la condensation qui joue le rôle principal, mais c'est la collision entre les gouttelettes. Il faut que plusieurs gouttes font des collisions et forment des grosses gouttes de pluie. Une goutte de pluie de 1 millimètre, pour la former, il faut 1 million de petites gouttelettes de 10 microns à l'origine. Comme ça, le processus de formation de la pluie est lancé. Bon, voilà comment la pluie fonctionne. Sauf que si l'humain va intervenir là-dedans, il faut modifier un petit peu le processus naturel. L'idée de l'ensemencement, ou du cloud seeding pour ceux qui parlent anglais, c'est d'injecter des particules artificielles dans le nuage pour forcer ces gouttelettes à se rencontrer et à tomber sous forme de pluie. C'est là, en fait, une des idées de base pour accélérer cette formation de la pluie.
Donc, en introduisant quelques particules d'aérosol qui sont un peu plus grands, qui forment dès le début des gouttes qui sont un tout petit peu plus grands et comme ça peuvent peut-être déclencher ce processus de collision un peu plus facilement. Donc on injecte des noyaux artificiels qui vont créer des gouttes plus grosses. Sauf que là, il y a quelque chose d'important. Pour que ça marche, il faut connaître les nuages qu'on a envie de faire pleuvoir. Parce que oui, il existe différents types de nuages. Il y a des nuages chauds dont la température est supérieure à 0 degré dans toute leur structure. Et ils ne contiennent que des gouttelettes d'eau liquide. Oui, de l'eau liquide, vous allez voir, ça va être important. Et il y a les nuages froids ou en surfusion. Et ces nuages, ils gardent les gouttelettes sous forme liquide, même en dessous de 0 degré. Ici, on dit que l'eau est surfondue parce qu'elle garde sa forme liquide, même quand les températures sont négatives. Et pour ces nuages froids, l'agent chimique star de l'ensemencement, c'est l'iodure d'argent. Une substance, l'iodure d'argent, découvert à la fin des années 40 par Langmuir, Vonnegut et Schaeffer, qui ont découvert les propriétés glacogènes de l'iodure d'argent. Donc parfois, on utilise aussi la neige carbonique ou le CO2 liquide. L'iodure d'argent est en fait la substance la plus connue qui va convertir l'eau liquide en glace. Les cristaux, ils sont un peu plus grands que les gouttes. Ils ont donc plus de facilité de capturer les gouttes et vont croître et donc vont créer des grosses particules de glace, des mini-grêlons, on va dire. C'est eux qui vont tomber. Souvent, ils vont fondre et arriver au sol sous la forme liquide. On ne va même pas voir qu'ils ont commencé en phase glace, en altitude. L'iodure d'argent, ça a une structure cristalline, presque similaire à celle de la glace. Lorsqu'il est dispersé dans un nuage, les gouttelettes d'eau surfondues le prennent pour un germe de glace. Elles viennent donc s'y fixer et gèlent instantanément. Sauf que balancer de l'iodure d'argent dans le ciel, ça pose une question. Est-ce que ça risque pas de polluer nos sols, nos nappes phréatiques, nos océans? Alors, effectivement, l'argent, c'est un métal lourd qui est toxique pour les organismes aquatiques à haute dose. Sauf que pendant les opérations d'ensemencement, les concentrations d'iodure d'argent retombées dans les eaux de pluie sont microscopiques. Alors, pour l'instant, les études environnementales montrent un impact immédiat négligeable. Mais les scientifiques surveillent quand même la question de l'accumulation à très long terme. Bon, voilà, on a fini avec le côté technique, sauf qu'on s'est toujours pas dit, cette technologie, où est-ce qu'elle est vraiment utilisée dans le monde. Aux États-Unis, l'Utah et certains États dans l'Ouest investissent des millions de dollars dans leurs montagnes en hiver pour maximiser le manteau neigeux qui alimente les rivières au printemps. En Chine et en Russie, c'est des programmes d'État massifs, souvent gérés directement par l'armée. Il y a aussi certains pays qui l'utilisent dans le nord de l'Afrique ou dans la péninsule arabique. Par exemple, le Maroc a un programme Al-Gaït. C'est un projet national d'ensemencement des nuages qui a été lancé par le roi Hassan II en 1984. Et là, vous vous demandez peut-être, et la France alors? Et figurez-vous qu'on utilise aussi l'ensemencement. C'est le cas depuis les années 1950 et dans plusieurs départements français, particulièrement dans les régions viticoles. Et vous allez voir, ça c'est important. Parce que chez nous, on l'utilise à l'envers. Le but, c'est d'éviter la grêle sur nos cultures. Pour lutter contre la grêle, les techniques sont les mêmes. Donc là, sont des grosses cumulus qu'on ensemence avec de l'iodure d'argent, parce que ces grosses cumulus, ils font la glace, et bien la grêle. Donc l'idée est là derrière, si on ajoute beaucoup de particules d'iodure d'argent, ça va créer beaucoup plus de cristaux de glace, et du coup, ils vont se partager l'humidité qui est là, et on espère que les grêlons restent plus petites. Si on en a beaucoup plus, par rapport à si on n'a que très peu de cristaux, eux, ils vont devenir très grands. Bon, voilà, on a vu le côté technique, on a vu que certains pays l'utilisent. Pourtant, il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'efficacité réelle de cette pratique. Est-ce que l'ensemencement, ça permet réellement d'augmenter les précipitations? La vérité, c'est que c'est extrêmement compliqué de prouver que ça marche réellement. Mais le problème, c'est que dans la plus grande partie des cas, on manque de preuves scientifiques fondées que ça marche à cause de la grande variabilité naturelle des nuages. Et donc, on peut ensemencer un nuage et il va pleuvoir. C'est impossible à dire est-ce il pleut maintenant parce qu'on l'a ensemencé ou il aurait plu de toute façon. C'est une problématique qui, pendant longtemps, a empêché tout progrès à ce sujet. Pour prouver l'efficacité d'un médicament, on fait des tests en double aveugle avec des milliers de patients. Alors pour faire la même chose avec les nuages, il faudrait des centaines de millions de dollars et faire des tests sur des milliers de nuages. En gros, c'est pas pour demain. C'est pas étudié scientifiquement. Dans beaucoup de pays, c'est utilisé par les intéressés, des associations, des intéressés qui font ça, qui ne sont pas forcément un institut scientifique à côté. C'est pas leur intérêt principal de documenter
une expérience scientifique. Ils assurent que ça marche. Mais moi, en tant que scientifique, je dis ok, c'est bien beau, mais preuve veut des chiffres purs et durs. Ils sont pas tellement capables, ils le font sur du long terme, sur des statistiques, mais il manque en fait une étude scientifique plus poussée. Pourtant, il existe une exception où les chercheurs ont pu prouver que l'ensemencement marche. Il y a à peu près 10-15 ans. Donc là, pour la première fois, on a vraiment pu mettre en évidence que ça marche. Dans un cas particulier, on s'est concentré alors sur des nuages orographiques, donc des nuages qui se forment sur un relief. Là, l'air est forcé de monter et on forme un nuage sur ce relief. Et là, on sait exactement où il se forme. Donc là, le degré de liberté est réduit. Et dans ces cas-là, on a pu ensemencer des nuages en hiver avec des lueurs d'argent. Donc ça s'est fait par exemple sur les montagnes rocheuses aux États-Unis et aussi en Australie. Dans ces cas-là, on a démontré qu'on a pu ensemencer et le nuage a neigé. Alors aujourd'hui, on se dit, on va essayer de franchir ce mur grâce à des algorithmes et à l'IA. Parce que comme on l'a dit, pour ensemencer un nuage, il faut bien le connaître. On fait déjà un état de comment le nuage est pour savoir quelle technique est mieux adaptée. Est-ce que c'est plus par la phase liquide ou est-ce que c'est mieux par la phase glace? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Mieux des cristaux de sel ou mieux l'iodure d'argent? Ou on peut rien faire parce que de toute façon, c'est déjà l'optimum qu'on a et si ça veut pas précipiter, c'est parce que l'humidité manque. Bon, voilà tout le débat scientifique autour de la question, mais la modification du temps, ça pose aussi une question géopolitique. À qui appartiennent les nuages? En gros, si je fais pleuvoir au-dessus de mon territoire, est-ce que je suis en train de voler la pluie de mon voisin? Un pays ou une région annonce qu'elle fait de l'ensemencement, donc tout de suite le voisin, il va hurler et dire il nous vole notre eau. Mais est-ce qu'on se voit vraiment devant un tribunal en train de prouver qu'un nuage aurait plu chez nous si le voisin n'avait pas fait pleuvoir chez lui? D'abord, déjà, comme on l'a dit, il n'y a pas de preuve que ça marche scientifiquement. Du coup, personne peut documenter qu'on leur a volé de l'eau. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réglementation qui interdit de faire ça. Il y a la charte des Nations Unies sous laquelle normalement cette thématique doit tomber, qui dit que chaque État est souverain, aucun autre État a droit de se mêler dans cet état-là. Ça règle aussi qu'on normalement on ne doit pas couper par exemple une fleuve qui alimente l'autre État. Mais même si tous les pays ont signé cette charte, ils le font quand même. Il y a bien une convention de l'ONU qui interdit la modification du climat à des fins militaires, mais pour l'usage civil, commercial ou agricole, il n'y a rien. Bon, si on en revient au début de notre vidéo, on se demandait si l'ensemencement ça pouvait éviter les sécheresses. Comme on l'a dit au tout début, non, on a besoin d'humidité. Mais il y a certains projets qui vont encore plus loin en s'imaginant modifier le réchauffement climatique grâce aux nuages. Ça, c'est totalement une autre histoire. C'est ici qu'il faut faire une distinction fondamentale entre deux choses qu'on confond souvent. Faire pleuvoir sur un champ ou éviter la grêle, c'est de la modification locale du temps. Mais utiliser des particules pour modifier la température de la planète, c'est de la géo-ingénierie. Disons, les nuages, ils sont un maillon dans le cycle de l'eau, mais ils agissent comme un parasol. Et donc, par leur pouvoir de réflexion, ils interviennent aussi dans les flux d'énergie et donc aussi dans le climat. Donc, il y a des idées de, par exemple, en ajoutant des particules, par exemple du soufre, créer plus de petites gouttes. Donc maintenant on sait ça va empêcher la pluie, mais c'est pas grave parce que c'est pas le but du jeu. Mais l'importance dans ce cas-là, c'est que les nuages deviennent plus blancs et réfléchissent plus le rayonnement solaire. Donc ça c'est une approche qu'on est en train d'étudier actuellement en Australie dans le domaine du Great Barrier Reef. Donc cette barrière des coraux, faire les nuages plus opaques pour qu'il y ait moins de chaleur qui traverse. C'est le principe du Marine Cloud Brightening, le blanchiment des nuages. Le principe physique, c'est exactement le même que pour l'ensemencement, on injecte des particules. Mais au lieu de chercher à faire grossir les gouttes pour qu'elles tombent, on les force à rester minuscules, pour que le nuage devienne un miroir ultra blanc qui renvoie les rayons du soleil vers l'espace. Mais attention en faisant ça, évidemment, ça a d'autres impacts. D'après les simulations climatiques, refroidir artificiellement une partie de l'océan, ça modifie les grands courants atmosphériques mondiaux et ça peut assécher certaines zones. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette plongée derrière la physique de l'ensemencement? Déjà, et on le répétera pas assez dans cette vidéo, la tech ne crée pas d'eau. En théorie,
l'ensemencement, ça devrait fonctionner s'il y a déjà un nuage et de l'humidité. Donc face aux sécheresses, sous un grand ciel bleu, la technologie ne fonctionnera pas. Ensuite, c'est très dur de prouver que l'ensemencement fonctionne. En dehors d'un cas précis, l'efficacité réelle de l'ensemencement n'a pas été prouvée. Et enfin, il faut faire attention au mirage que cache cette technologie. Si on présente la modification de la météo comme un remède miracle face au dérèglement climatique, ça crée l'illusion qu'on a une solution dans le ciel pour nous dispenser de réduire nos émissions de CO2. Pour finir cette vidéo, un grand merci à la professeure Andrea Flossman pour son expertise scientifique sur le sujet. Quant à vous, si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Numérama pour ne pas manquer nos prochains décryptages tech et scientifiques.